Voilà, nous reprenons notre rythme avec l'exposé de Mireille Karl-Gruber, qui elle aussi est en même temps écrivain, essayiste, qui a partagé un certain nombre à des époques diverses ou croisé des itinéraires de Michel Butor, notamment l'Égypte, mais aussi l'Italie, l'Allemagne, et où l'œuvre d'écrivain est en même temps liée à l'œuvre d'essayiste. Michel Butor, bien avant de devenir l'auteur de l'œuvre complète, enfin, le responsable de l'œuvre complète de Michel Butor, mais aussi Claude Simon, le nouveau roman, et Assia Djebar, les avant-gardes européennes du XXe siècle. Mireille Karl-Gruber a organisé l'année passée ce colloque à la Bibliothèque nationale de France. Michel Butor, Déménagement de littérature. Les actes sont à votre disposition dans les presses de la Sorbonne Nouvelle, où elle enseigne la littérature française. Elle nous parlera d'une autre expérience de Michel Butor. Michel Butor, poète avec les peintres. Elle nous dira peut-être aussi quelques mots à propos de l'édition des œuvres. J'espère qu'il sera possible, peut-être, si les responsables sont dans la salle, les responsables des éditions de la Différence, Colette Lambrich et Joachim Vital, qui ont pris cette belle décision de publier l'œuvre entière de Michel Butor. Je vous donne la parole. Poète avec les peintres, plutôt que poète tout seul. C'est d'emblée l'expression qui m'est venue lorsque Carlo Ossola m'a fait l'honneur, avec cette attention et cette courtoisie qui ne sont qu'à lui, de m'inviter à cette rencontre autour de Michel Butor. Poète avec les peintres, je voudrais écrire ces mots comme en un seul mot, avec des traits d'union, moi aussi, comme un titre nouveau, comme le signe d'une forme inventive d'écriture. Car c'est le cas, en effet. Michel Butor distingue entre la littérature grise, terme qui désigne, on le sait, les textes non littéraires, produits dans les administrations, les circulaires, les règlements, les notes d'information, et la littérature en couleur, qu'il faut entendre au sens plénier de ce mot, comme Rimbaud, par exemple, parle des illuminations, gravures coloriées, painted plates, ou, de façon littérale et métaphorique, il y va des éblouissements, des épiphanies, des moments de révélation qui sont, en littérature, le fait de la poésie. Une poésie visionnaire qui a partie liée avec la peinture et avec les arts plastiques. De plus, avec Michel Butor, la couleur en littérature, c'est, comme on le dit d'un homme ou d'une femme de couleur, le signe de la venue de l'autre. Autre continent, autre culture, autre langue. Et l'on connaît sa passion géographique, qui est aussi une façon d'apprentissage de la tolérance. Passer les frontières, c'est entrer dans le rapport de tolérance à l'autre. Ainsi, dans Boomerang, le génie du lieu 3, on voit physiquement et on entend les divers continents venir colorer avec des encres, des accents, des signes et des dispositifs typographiques, les récits du voyageur à l'étranger. Puisque vous savez sans doute, et on l'a reproduit de cette manière-là dans les œuvres complètes, que l'encre rouge, l'encre bleue et l'encre noire, qui devient dès lors aussi une couleur, alternent dans ce livre. La venue de l'autre, la place de l'autre en littérature, c'est aussi les autres arts. Michel Butor l'a souvent dit, et je le cite, « Sans le travail des peintres, il y a certains styles qu'on trouve dans mon œuvre qui ne seraient pas apparus. » Et lors d'un entretien, il a explicité cela. Certains artistes font des œuvres qui mettent mon esprit en branle. Je sens qu'il y a là quelque chose qui va me permettre de faire ce que je n'ai encore jamais fait. Le processus s'enclenche généralement pour moi sur la description. Comment décrire de telles images ?
L'effort pour décrire me donne un vocabulaire et l'effort d'identification me donne une syntaxe. Il y a des peintres qui font gicler sur la toile, d'autres qui font couler, d'autres encore font de grandes balafres ou travaillent avec de petits points. Voilà tout ce que je vais essayer de faire parler, non seulement la peinture elle-même, mais tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après. On découvre aujourd'hui, grâce à cette entreprise des éditions de la Différence, qui réunit les œuvres complètes de Michel Butor, qui seront aujourd'hui, nous pensons, 14 volumes de cet ordre-là, c'est-à-dire à peu près 14 000 pages. Nous découvrons donc les multiples facettes d'une œuvre que l'on connaissait jusque-là, trop souvent, de façon partielle. Il y avait qui lisait Butor l'essayiste, des répertoires, des improvisations, qui le romancier de la modification, qui le poète des illustrations, par exemple, qui le voyageur de mobile ou des génies du lieu. Mais jamais tous ces visages à la fois. Il est plus impressionnant encore de constater que ces formes littéraires ne sont pas pratiquées par Michel Butor successivement, qu'elles ne constituent pas des périodes, mais qu'il les conduit ensemble. Je ne dis même pas parallèlement, car d'un registre à l'autre, il se fait des passages. Et les montages composent le livre comme un mobile textuel sans précédent. Je reprends un moment la chronologie. C'est avec les peintres surréalistes que Michel Butor commence. Son premier article publié s'intitule « Hommage partiel à Max Ernst » et il paraît dans une revue, Vrille, en juillet 1945. En 1946, ce sera l'exposition Michaud chez Bernard Gerbrandt, puis les expositions de la Galerie du Dragon, où Nina Dossé accueille les dissidents du surréalisme. Il y rencontre notamment Alechinsky. Déjà, durant l'occupation, Michel Butor avait fréquenté la galerie Rive Gauche, rue de Fleurus, où exposaient notamment Tanguy, Miro et Ernst. Plus que de la poésie surréaliste, c'est donc de la peinture surréaliste que vient à Michel Butor l'écriture poétique. Dans Curriculum Vitae, il dit, à propos des tableaux de Max Ernst, que ce qui lui plaisait, c'était l'ouverture sur le rêve, sur des régions interdites. Je le cite, « Grâce à lui, dit-il, j'avais l'impression de traverser les miroirs. Ces procédés m'avaient également beaucoup frappé. J'avais envie de faire la même chose en littérature, d'y introduire un certain nombre de pratiques magiques comme le frottage et le collage. » Il s'agit en somme d'introduire, on le voit, l'atelier dans la chambre d'écriture, d'opérer sur les matières et sur les corps de la littérature, d'oser. C'est Ponge qui dit que le travail d'écrivain est un métier d'oseur. Les poèmes qu'écrit Michel Butor dans les années 1948-49, poèmes de jeunesse qu'il appelle, lui, « mes vieux poèmes », il ne les publie qu'en 1968, chez Fata Morgana d'abord, avec des gravures de Bernard Dufour. Le titre de ce livre est « La banlieue de l'aube à l'aurore » et il est suivi d'un autre recueil, Mouvement brownien. Dès ses débuts, donc, la poésie de Michel Butor s'efforce, de façon singulière, de conjuguer le sensible et l'intelligible, de surprendre l'un par l'autre. Elle a les raffinements de la tour d'ivoire et les réalités de la banlieue. Michel Butor trace une voie singulière. Il suit la prosodie de Baudelaire, mais n'oublie pas l'écho de nos paroles de tous les jours. Le commencement de sa poésie, il le situe entre Breton et Sartre, les deux grands personnages à cette époque, et ne souscrit ni au surréalisme du premier, ni à l'existentialisme du second. Non sans auto-ironie, Michel Butor explique dans Improvisation sur Michel Butor, je cite, «
je produisais du gris existentialiste au milieu duquel je m'efforçais d'introduire des irisations surréalistes. J'essayais d'ouvrir les portes entre les deux hémisphères de ma tête. C'est en 1962 que Michel Butor réalise son premier livre d'artiste, avec Enrique Zagnartu, qu'il a rencontré à la Galerie du Dragon. Le titre de ce livre, Rencontre, est le nom, par excellence, de l'événement qui advient à la croisée des arts et des lettres. Avec les artistes, le livre devient un ouvroir permanent. Il faut certes, pour ce travail, un rapport d'amitié avec le peintre, mais surtout, c'est avec la peinture que se noue une écriture de correspondance, une relation en regard, indissociable d'une dynamique d'invention et d'une dépropriation. Tout se passe comme si l'écrivain recevait une épître par l'image. En réponse à ce message que lui adresse la peinture, la littérature est amenée, je cite les paroles de Michel Butor, la littérature est amenée à faire de la vie de la peinture une sorte de roman par lettres. C'est ainsi que l'écrivain considère la complexe relation entre peinture et écriture du poème. Il ne cessera plus d'écrire pour, avec, en liaison lettrée avec des œuvres d'art aussi différentes que, et je ne vais en citer qu'un infime nombre parmi les innombrables qui ont donné ces livres, les gouaches de Calder, par exemple, les gravures de Grégory Mazurovsky, les papiers froissés de Jiří Kolář, les collages de Bertrand Dorny, les peintures de Jacques Hérold, les aquarelles d'Anne Walker, les compositions musicales de Pousseur, les collages de Bertrand Dorny. Cette production en collaboration n'aura plus de cesse. Elle constitue un ensemble incroyablement riche et diversifié. L'écriture de Michel Butor, issue de la pluralité des registres à l'œuvre, présente quelques singularités que je voudrais rapidement indiquer. Tout d'abord, la publication des poèmes ne va pas sans le geste conscient et réfléchi de recueillir, et pas sans la question du recueil. Car le recueil de poésie, classique exercice de collecte, prend avec Michel Butor un sens nouveau. La mise ensemble ici, loin d'être une collection statique, est un événement textuel. Le recueil fait accueil de l'étranger et de l'altérité qui le travaille. Et c'est cette inscription qu'il recherche de l'autre dans le texte. Les poèmes écrits ont plusieurs vies. Ils sont réemployés, déplacés, composés avec d'autres textes, migrant de la plaquette d'artiste au volumineux volume. Ils dessinent des constellations différentes et modifiables. Il advient ainsi comme une seconde naissance, une troisième, une quatrième naissance du texte. Les repérages habituels sont confondus. Il n'y a plus un état d'origine et, secondement, des republications, mais les variantes sérielles au sein de la matrice. La faculté combinatoire de l'œuvre poétique fait de chaque état une version neuve du texte. L'écriture est en projet, le poète est un rhapsode, ils couent ensemble les morceaux poèmes. Au fil du texte, on voit le sujet qui se faufile. L'expérience de son écriture poétique, Michel Butor la désigne ainsi, d'une formule étrange et que j'aime particulièrement. Il dit « Elle vient sans cesse malgré moi. Je fais tout ce qu'elle peut pour qu'elle continue à venir malgré moi et qu'elle me déborde. » La formule est admirable, je fais tout ce qu'elle peut, pour dire cette surcapacité
que le potentiel de la langue d'écriture donne au poète. Entre hasard et nécessité, relevant de l'un et de l'autre, et cependant jamais réduite ni à l'une ni à l'autre, l'écriture poétique trouve ses ressources et son ressort dans les assemblages, dans les attelages aléatoires de la langue des langues multiples. Écrire, dès lors, c'est se laisser surprendre par autrui et par ailleurs, et c'est se laisser réagir et répondre. Peut-être faudrait-il reprendre ici le mot de Pessoa que l'on traduit par « s'autruifier », devenir autrui, prendre de l'autre. C'est cela que Michel Butor demande au peintre, de l'ailleurs et de l'autrement qu'il s'efforce de désigner. Il sait que c'est ce geste fou de l'écriture qui nous fait plus grands que nous. Une autre singularité, c'est la façon dont Michel Butor traite les états des textes, les états textuels. Il y voit une sorte de physique-chimie du texte littéraire qu'il travaille comme la matière picturale et qui nourrit son alchimie verbale. C'est ainsi qu'il présente la composition d'Illustration 4, qui est donc un de ses recueils de poésie. Je cite cette présentation. « Des textes liquides qui ruissellent sur les pages ». Et il vient une série de titres qui ont d'abord été des œuvres avec des artistes. L'œil des Sargasses, Western Duo, Octal, Les parenthèses de l'été, Chant de vitre, soit seul, soit l'un en haut et l'autre en bas. Puis, entre ces immersions, des textes solides, Épître à Georges Perros, Tourmente, Wari Voiri, etc., se détachent au milieu devant ces eaux mêlées qui les reflètent et les éclairent sans les mouiller. Des textes gazeux, bulles, verbes, vapeurs, fusent au contact de ces éléments et animent leur respiration. En fait, pour le poète qui fait œuvre avec les peintres, le livre est un être vivant. Il dit, il est semblable à un corps avec ses ossements, humeur et souffle. Ces rencontres donnent lieu ainsi à un véritable art du rapprochement que Michel Butor cultive avec raffinement, construisant l'œuvre comme une sorte de nouveau monde amoureux à la Fourier. Travaux d'approche, qui est le titre d'un recueil paru en 1972, nomme à la fois le chantier par étapes et le manège de la rencontre amoureuse. L'écrivain est attentif au transport lexical, car travailler les textes ensemble, c'est effectivement transformer et renouveler notre vocabulaire, notre lexique, notre syntaxe, notre langue. Aux alliances de mots, à la conjugaison des textes qui deviennent réactifs, tels des substances dans l'éprouvette du chimiste, se transformant mutuellement. Il dit que les textes, je cite, se mettent à jouer, à dialoguer ensemble, à déteindre les uns sur les autres. Singularité plus étonnante encore, sur laquelle je terminerai, la reprise des poèmes et leur recomposition en recueil se font sans les œuvres d'artistes qui les ont inspirés. Par exemple, Paysage de Répond, qui est d'abord réalisé pour Henri Pousseur et sa pièce instrumentale Répond, d'une part. D'autre part, Dialogue des règnes, qui a été écrit pour être imprimé à l'intérieur des eaux-fortes de Hérold, sont ensuite repris dans Illustration 2, sans les œuvres de Pousseur ni de Hérold. Or, en écartant les reproductions des œuvres qui ont suscité les poèmes, Michel Butor n'est pas infidèle aux artistes. Il affirme ainsi le principe de dépossession comme principe d'écriture, ce qui lui permet de retravailler la notion d'illustration et de faire jouer toutes ses significations. En effet, paradoxalement, Michel Butor intitule Illustration
les recueils de ses poèmes qui sont sans les reproductions. Le premier volume est annoncé ainsi. Alors il y a un jeu de capital aussi que je ne peux pas évidemment lire. Illustrations d'images absentes qui étaient elles-mêmes des illustrations, de textes absents qui seraient eux-mêmes leurs illustrations. Que s'est-il passé ? Toute secondarité de l'image par rapport au texte est abolie. Davantage, le rapport s'inverse et voici que le texte est illustration de ce qui est traditionnellement illustration par l'image. Voici même que c'est du texte qui image du texte, qui l'illustre, l'illumine. Autrement dit, les images ont disparu, mais elles sont plus actives que jamais, car s'il y a absence visuelle, leur fonctionnement, lui, est omniprésent. Il a migré du côté du texte, qu'il élabore par le vide et non plus par le plein, un peu comme une dynamique par compression-détente. Et voici que, retournés les uns aux autres, les textes s'illustrent mutuellement. Autre présentation, illustration d'images absentes, de textes absents, qui étaient elles-mêmes, qui étaient eux-mêmes des illustrations, et il faut évidemment faire entendre, puisque qui étaient elles-mêmes, qui étaient eux-mêmes, ça peut être sur soi, ou bien elles-mêmes, eux-mêmes, des illustrations. C'est à la fois transitif et intransitif. Donc qui étaient eux-mêmes des illustrations de textes absents, d'images absentes, qui seraient eux-mêmes, qui seraient elles-mêmes, leurs illustrations. Poèmes et peinture ne sont plus en miroir. L'absente peinture fait à présent miroiter l'écrit. Les textes se réinscrivent, se remarquent, sont renommés et s'illustrent en de nouvelles liaisons. Michel Butor, on l'entend, fait jouer à plein l'autre sens d'illustrer, c'est-à-dire se faire remarquer, faire des exploits, faire des éclats. Et voici, en effet, que les textes, au contact les uns des autres, démultiplient leurs effets par les homophones, les polysèmes, les arrangements interstitiels. La poésie, qui arrive au texte par les peintres, est télévisuelle, métaphysique, énergétique, pneumatique. En un mot, vitale. Ce qui ne l'empêche pas d'être lucide. Et cette lucidité et ce langage à la fois de la poésie et du mot quotidien, comme je le disais tout à l'heure, je voudrais le faire entendre par la lecture d'un poème qui s'intitule « L'action poétique », qui est de 2001. Des tours s'effondrent, des usines explosent, des incendies dans les tunnels, des lancers de grenades dans les parlements, des pays les plus calmes, ce nouveau siècle s'annonce mal. Que faire ? La solution pourrait-elle être de consommer tant que l'on peut, c'est-à-dire d'acheter de nouvelles voitures au risque d'embouteillage permanent ou de nouveaux téléphones portables pour rendre le bruit et la solitude encore plus difficiles à supporter ? Mais qui nous donnerait l'argent pour cela ? Et surtout, qui le donnerait à la grande moitié du monde ? On tourne en rond, c'est un maelstrom infernal. Alors, il s'agit d'inventer un nouveau regard, de définir d'autres valeurs, un avenir moins désolant. Nous sommes aveugles, il nous faut retrouver des yeux, donc il nous faut des peintres, et non pas ceux de la consommation dont les cotes s'envolent brusquement pour être soutenues ensuite à bout de bras par les banques jusqu'à leur prochaine faillite. Nous sommes sourds, donc il nous faut des musiciens, et pas seulement des chanteurs de charme plus ou moins vaches dans les stades. Nous sommes paralysés, il nous faut retrouver des mains et des pieds, il nous faut des danseurs et pas seulement des sportifs que les clubs se rachètent comme des chaînes de supermarchés. Il nous faut des artisans qui nous façonnent des ouvrages et pas seulement des techniciens qui nous inondent de produits. Nous sommes muets. Il nous faut retrouver la parole qui nous a été coupée.
Donc il nous faut des poètes, et pas seulement des manipulateurs de slogans ou de discours électoraux. Et comment les poètes pourraient-ils nous rendre la parole pour que nous puissions de nouveau dire ce que nous voyons sans l'aide des peintres, sans que les peintres leur montrent comment retrouver leurs yeux, sans l'aide des musiciens, artisans, photographes, cuisiniers, jardiniers, médecins et vétérinaires. Quant à l'ingénieur, qui certes rêve de soulever quelque peu le lourd couvercle financier, qui est écrit PHY, comment n'y aurions-nous pas recours tout en l'invitant dans notre concours, dans notre secours? Comme dans l'orchestre, chacun doit être à l'écoute non seulement du chef, mais de tous ses collègues. Dans la musique de chambre, le chef est d'ailleurs mis entre parenthèses. C'est dans le dialogue des arts, au sens le plus large, que nous pourrons le mieux résister à l'horreur. En dépit des intégrismes économiques et militaires, rien n'est plus nécessaire que ce à quoi nous réussissons parfois, chanter au bord du gouffre. Pour boucler cette triade, ces 3 jours dont parlait Carlos Sola tout à l'heure, je voudrais prendre, ce n'est pas une conclusion, la dernière strophe du poème que Carlos Sola a ouvert avant-hier à Aubervilliers et qui est donc un poème de Michel Butor qui s'intitule « Au-delà de l'horizon ». Au-delà de l'horizon, il y a d'autres horizons où les vrilles des lendemains font irruption dans les jardins d'attente, où le temps se retourne pour apaiser les effrayants appels d'antan et les flammes des morts se raniment dans leurs orbites pour peupler l'espace en invitant les aventuriers, où la patience de tant de siècles touche enfin à sa récompense et l'on peut y secouer les haillons de l'ancienne humanité, presque. C'est sur ce presque qui fait trembler l'horizon, qui fait trembler les mots et qui est, à mon sens, toute la littérature, et c'est ce que nous donne Michel Butor, que je voudrais terminer. Merci. Merci.